ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Aujourd'hui, Catherine, on poursuit notre aventure des épisodes un petit peu dédiés aux primo-auteurs et à la découverte des acteurs du milieu littéraire au sens large. On avait un épisode intro, on a parlé aussi de tout ce qui était avant la publication, préparation du texte, contact avec l'éditeur, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a prévu de discuter de tout ce qui se passe au moment de la publication et juste après, et de tous les acteurs qui interviennent à ces deux moments-là. Exactement, donc on vous renvoie, si vous avez raté l'épisode, à l'épisode précédent, avec en effet tous les acteurs avant le manuscrit terminé, finalisé et devenu objet livre. Maintenant, l'objet livre existe, on est au moment de la publication et il y a encore pas mal de professionnels qui vont intervenir dans le chemin pour faire arriver ce livre dans les mains du lecteur. Et oui, il n'y a pas que des transporteurs qui vont amener les cartons de livres jusqu'au libraire, il y a différents intermédiaires. Et notamment, même si vous avez peut-être ces notions-là, c'est parfois difficile de faire la différence, par exemple, entre le diffuseur et le distributeur. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans un épisode précédent, justement, où on avait invité Isabelle Exhenry, qui est une représentante du livre. Elle s'intitule comme ça, c'est-à-dire elle travaille pour un diffuseur, iDiffusion, et elle nous avait expliqué la différence et en quoi consistait son métier. On vous renvoie à l'épisode, mais en 2 mots, distributeur et diffuseur, c'est souvent deux notions qui sont un petit peu confondues. Quelle est la différence, Cyril ? Donc le diffuseur va avoir un rôle de représentation du point de vue du bouquin, quoi. C'est-à-dire qu'il va se déplacer. C'est le VRP. Ce qui veut dire VRP. J'en sais rien. Very représentative personne. C'est le gars c'est le commercial. c'est le commercial, voilà, exactement. Donc c'est la personne qui va aller près du libraire et qui va lui pitcher le livre qu'il souhaite vendre auprès d'un éditeur, enfin de la part d'un éditeur ou d'un autre, lui expliquer pourquoi il serait bien qu'il l'ait dans sa librairie, lui expliquer le cœur de cible de l'ouvrage, enfin en gros vraiment lui donner envie que le libraire se dise bon ok, celui-là je vais prendre X exemplaires et puis je vais le mettre en valeur dans ma librairie et puis essayer de le vendre. Donc c'est un peu ça le rôle du diffuseur. C'est exactement ça, et un rôle qui est vraiment fondamental maintenant qu'on a des dizaines et des centaines de livres qui paraissent tous les mois. Pour pas se retrouver noyé, il est absolument fondamental pour les maisons d'édition de travailler avec des diffuseurs qui vont mettre en avant, alors c'est par leur goût personnel, c'est par la notoriété de l'auteur, c'est par plein de critères qui vont faire que certains romans vont être mis en avant et auront plus de chances d'être commandés par le libraire. Mais oui, absolument. Pour le détail de ça, encore une fois, on vous renvoie vers cet épisode de l'interview d'Isabelle Exhenry, parce qu'elle en parle justement de comment elle a des coups de cœur ou pas, et comment elle arrive quand même à vendre des livres, parce que c'est son job, où elle n'aurait pas forcément un coup de cœur, mais elle y voit par exemple un marché avec des lecteurs potentiellement qui seraient intéressés, même si elle serait pas intéressée, elle arrive à se projeter et à dire ben non, mais moi pas, mais je dis pas, je sais pas, de la romance par exemple, mais il y a une place pour ce livre pour telle et telle raison. Donc c'est vraiment des pros du livre, dans ce sens qu'ils arrivent vraiment à imaginer le cœur de cible, enfin le lecteur ou la lectrice auquel ce livre est destiné, et puis ils vont donner envie au libraire de placer ce livre
sur les rayons quelque part. Et vraiment, c'est un métier de contact parce que on imagine bien que ces représentants, ils s'adaptent aussi en fonction des libraires, ils connaissent les libraires de leur secteur et ils savent aussi quels livres ont plus de succès en fonction de la librairie, alors que ce soit une librairie généraliste ou spécialisée, et puis en fonction de l'endroit où ils se trouvent, est-ce que c'est plus urbain, plus rural, etc. Donc il y a vraiment un facteur humain qui fait la différence. Un côté réseau. Un côté réseau, tout à fait. Alors bien sûr, le diffuseur, c'est un acteur qui va plus s'occuper des livres du circuit traditionnel, on va dire. C'est vrai que le distributeur, autant les distributeurs, ça existe pour l'auto-édition, on va y venir tout de suite, autant je pense que le diffuseur, c'est rare quand même que les auto-édités aient des diffuseurs, il me semble. Oui, parce que il y a un système commercial en place entre le diffuseur, le libraire, l'éditeur et le distributeur, dans lequel il est difficile de trouver une place justement pour un auteur auto-édité, au vu des volumes, au vu des relations d'affaires qu'il y a, au vu des pratiques commerciales, on va dire. Pour faire un exemple, en fait, le diffuseur va placer un livre chez un libraire, mais si le livre ne se vend pas, le libraire va le retourner et ça va revenir à la maison d'édition comme un invendu. Et donc, il y a, du point de vue des chiffres commerciaux, etc., c'est pas du tout les mêmes enjeux et c'est difficile à articuler avec un auto-édité. Et puis, c'est surtout difficile parce que l'auto-édité, il va avoir il va pas avoir de catalogue, en fait, et en général. C'est-à-dire qu'il va avoir un roman, ou puis il va avoir 2 romans, 3 romans, mais... Puis après, on est Catherine Roland et on a des 12 romans. Oui, mais j'ai pas de diffuseur. Enfin, si, j'ai des diffuseurs via mes maisons d'édition. Mais en auto-édition, j'en ai pas 10 ou 12. Enfin, oui. Il y a des auteurs auto-édités qui ont énormément de romans, en effet, et on pourrait tout à fait imaginer qu'ils soient défendus par un diffuseur. Mais c'est vrai que pour l'immense majorité des auteurs indépendants, ils n'ont pas un catalogue qui est suffisamment large pour permettre au diffuseur de travailler. Parce que le diffuseur, il va vraiment vouloir travailler dans la durée avec un auteur ou plus généralement une maison d'édition, ouais. Où il sera en contrat avec la maison d'édition, il prend le catalogue de la maison d'édition et dans ce catalogue, alors bon, si c'est une maison d'édition qui produit peu de livres par année, tous les livres au catalogue ont des chances d'être présentés. Quand c'est Albin Michel qui en publie, 50 par mois, il y en aura évidemment qu'une petite proportion qui sera présentée. Mais en général, ils ne prennent pas d'auto-édité, surtout parce qu'il y a une question de volume de livres qui n'est pas suffisant en somme. En revanche, le distributeur, c'est le pendant du diffuseur, mais surtout ce qui concerne la logistique. Donc, il gère le stockage, il gère le transport des livres vers le libraire, il gère les retours, comme tu le mentionnais, des invendus que le libraire va faire, et il fait l'intermédiaire entre le libraire et les autres places de distribution, aussi les supermarchés ou les grandes surfaces audio, enfin type Fnac ou ce genre de choses. Grande surface culturelle, tu veux dire. Grande surface culturelle, merci. Et l'éditeur. Mais avec toute la partie, voilà, les camions, on met les palettes de livres dedans. Vraiment etc. logistique, quoi. Voilà. Alors, il y a des distributeurs, et c'est sans doute de là que peut venir la confusion. Il y a des distributeurs qui ont leur propre système de diffusion. Et il y a des diffuseurs qui travaillent en partenariat avec des diffuseurs. Mais voilà pour la différence entre les deux. Et le distributeur, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Alors bon, il est rare que les éditeurs n'aient pas de distributeur. Ça existe pour les toutes petites maisons d'édition. N'est pas de diffuseur, tu veux dire ? De distributeur. De distributeur. Oui, alors, a fortiori de diffuseur, mais de distributeur non plus, c'est-à-dire que c'est les micro-maisons d'édition qui choisissent de ne pas travailler avec un distributeur et de faire eux-mêmes leur distribution. Ça veut dire qu'ils ont des réseaux généralement, alors moi, ma première maison d'édition, c'était le cas, c'était une maison d'édition de la région lyonnaise qui avait un réseau de librairies qui était très active dans
dans le réseautage, si je puis dire. Donc ils avaient un réseau de libraires sur la région Rhône-Alpes assez élargi qu'ils connaissaient très bien. Et l'éditeur mettait la main à la pâte, il mettait les bouquins dans le coffre de sa bagnole le lundi et il faisait sa tournée. Et l'éditeur, dans ce cas-là, il fait aussi son propre diffuseur, c'est-à-dire qu'il prend rendez-vous lui-même avec les libraires, il leur présente ses nouveautés et il va assurer aussi la logistique, c'est-à-dire que le libraire va faire de la même manière que ce qu'on vient de décrire, le choix dans le catalogue de prendre tel ou tel livre, et l'éditeur va prendre les commandes et la semaine d'après, il va venir, soit lui-même, soit quelqu'un de la maison d'édition pour apporter les livres, puis les rapporter, etc. Donc c'est pour les éditeurs bien évidemment une économie substantielle parce que le poste distributeur-diffuseur, c'est, je crois que c'est de l'ordre de 30% du j'étais prix du entre livre. 15 et 30, mais je crois que le poste complet, c'est 30 voire 35%, donc il économise ça. Après, d'un point de vue logistique, la complication, c'est que le bouquin ne sera pas disponible partout, ne sera pas disponible rapidement, et c'est un des écueils, moi, que j'avais rencontré lors de cette première expérience, c'était que j'essayais de me faire connaître. Bon, à l'époque, c'était essentiellement Facebook, donc je faisais ma petite pub sur les réseaux. J'avais des lecteurs potentiellement intéressés à Nantes ou je ne sais où, qui n'ont jamais pu se procurer le livre, parce qu'il n'est pas distribué. Il était distribué qu'en région lyonnaise, en gros, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, sur ce poste de distribution, il est vraiment très important et c'est pour les auteurs auto-édités quelque chose qui est à considérer. Parce que selon la manière dont on va produire son livre en auto-édition, on aura incluse dedans une distribution ou pas. C'est-à-dire que si vous allez... On va en parler juste après. Si vous passez par une plateforme de distribution numérique, par exemple Amazon ou Kobo, par exemple encore Books on Demand, Bookelist, je pense aussi, vous avez toute la gestion de l'impression à la demande de votre livre. Et vous avez aussi la distribution, c'est-à-dire que ces organismes vont se charger de mettre votre roman en ligne sur les librairies et de le mettre dans le catalogue Electre, qui est le catalogue, en tout cas pour la France, c'est Electre, ou Dilicom. C'est Dilicom. Ouais, je sais plus, un des deux. Enfin bon, il y a un catalogue officiel des libraires où ils peuvent trouver votre livre auto-édité. Même s'il n'est pas présenté par un diffuseur, l'exemple que je citais, il est au moins disponible au catalogue. À l'instant, le lecteur qui veut acquérir votre ouvrage parce qu'il vous a vu sur les réseaux sociaux et qui habite très loin de chez vous, il pourra aller voir son libraire et son libraire pourra le commander parce qu'il est distribué. À l'inverse, si vous faites le choix de passer uniquement par un imprimeur, vous n'avez pas envie de vous embêter avec une plateforme, vous avez fait tout le formatage du livre tel qu'on l'a expliqué, vous donnez votre fichier à l'imprimeur du coin, il vous imprime 50 bouquins, mais vous ne pourrez pas passer par les librairies autrement que par le système du dépôt-vente. Vous pourrez laisser chez votre libraire, s'il l'accepte, une dizaine de livres qu'il pourra vendre en direct, mais un libraire chez qui vous n'avez pas fait la démarche, le livre ne sera pas trouvable. Et on perd l'avantage d'avoir un diffuseur qui vend les avantages du livre, qui vend le livre auprès des libraires. Oui, ça c'est encore le truc au-dessus. Mais donc moi je dirais que mon conseil, c'est quand même de toujours faire attention de choisir des plateformes d'auto-édition. Je parle pour les auteurs indépendants, de choisir des plateformes d'auto-édition qui incluent un service de distribution pour que votre livre soit disponible partout sans que vous en occupiez, en fait. C'est le message, c'est ça, c'est quelque chose qui marche tout seul, parce que sinon, vous allez avoir des commandes de libraires. Parfois, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Alors, je les ai renvoyées vers mon distributeur, mais tu sais, t'as un mail direct d'un libraire que tu connais pas du tout, qui te dit « Vous pouvez m'envoyer 2 exemplaires de Emma Paddington ?» Non, en fait, merci, mais non, donc je renvoie vers mon distributeur. Mais si tu n'as pas de distributeur, tu vas te retrouver à faire beaucoup de paquets et voilà, et de logistique. Et ça a des coûts. Alors ça a des coûts et ça surtout, c'est de l'énergie.
Enfin, du temps, moi je dirais. Mais Ouais. c'est un coût en temps et en argent. Oui, mais l'un dans l'autre, bon, peut-être tu t'y retrouves parce que tu économises le distributeur, dans ce cas-là, si c'est toi qui fais. Je sais pas parce que, enfin, en tout cas dans le pays dans lequel on vit, envoyer un livre à partir d'un certain nombre de pages, il passe en mode colis, c'est assez cher pour l'envoyer, juste pour l'envoyer chez le libraire avant même qu'il soit vendu. Oui, alors après, tu peux facturer aussi tes frais de port au libraire. Ok. C'est encore... Après, c'est encore Tout bon, ça devient tout de la ça sauce, mais... est à ouais, calculer ouais. effectivement et à voir ce qui est le plus avantageux. Reste que tout ce temps que vous passez à faire de la logistique, c'est du temps qui n'est pas passé à écrire, par exemple. Et donc, il faut trouver le juste milieu. Chacun trouvera son équilibre comme il le souhaite. Absolument. Mais souvent, la personne qui écrit préfère écrire. Et si c'est géré par quelqu'un d'autre, tant mieux. Alors, c'est au prix d'une grosse part du pourcentage du prix final de vente du bouquin. On a dit entre 20 et 35%. De cet ordre-là. De cet ordre-là. Après, et donc c'est notre acteur suivant qu'on vient déjà d'évoquer pas mal. Justement, avec ces fameuses plateformes de publication numérique, il y a une espèce de pack en fait. C'est-à-dire, vous savez tout de suite quand vous passez un contrat avec ces plateformes, vous allez envoyer votre fichier et puis vous allez tout de suite savoir par rapport au prix de vente, ils vous indiquent, vous choisissez le prix de vente que vous souhaitez pour votre livre et vous savez directement la marge que vous aurez pour chaque livre vendu. Et après, en effet, toute la logistique, alors la marge est assez faible. Ça dépend Ça dépend même sur... si tu prends le mastodonte du marché qui est Amazon, les marges sont confortables pour l'auteur parce qu'on est autour de 70%. Donc c'est très confortable. En numérique, je parle. Oui, en numérique. Non, mais moi, je parle... Alors, on ne parle pas du tout du numérique. Mais là. en papier, papier, ça reste quand même autour de... Je crois que c'est 60%. Ah oui, donc c'est effectivement... Donc ça reste beaucoup. Alors c'est après, bien moins par c'est discutable. BOD ou... ouais. Oui. Ouais. Mais BOD fait de la diffusion. Tu es inscrit au catalogue aussi Elect. Non, il ne fait pas de diffusion, il fait de la distribution. La distribution, tu es inscrit au catalogue. Tu peux le trouver en librairie d'une certaine manière. Voilà. Ah, alors qu'Amazon, d'une certaine manière, tu peux. Voilà. Alors qu'Amazon, pas du tout. Oui, c'est vrai. Alors Amazon, tu le trouves que sur Amazon. Voilà. Et puis, le problème, c'est qu'effectivement, les libraires, quand ils voient qu'un livre, que tu es passé par Amazon pour auto-éditer ton livre, ils le boycottent en général. Parce que, pour des raisons on ne va pas développer ici, mais parce que, Amazon ne fait pas des conditions terribles pour les libraires, donc on les comprend tout à fait. Donc après, ils sont à la limite, faut le dire, ils sont à la limite de la légalité en termes de monopole, voire ils sont monopolistiques et ils ont des pratiques tellement agressives que ça tue le commerce du petit libraire. Donc je comprends la position des libraires tout à fait. Absolument. Je comprends aussi celle des auto-édités qui ont besoin d'un système qui fonctionne, où le livre va être distribuable de partout et qui est visible partout. Donc il faut savoir faire la part des choses en conscience. Savoir que ça existe, mais si vous avez le choix et que vous pouvez faire autrement que par Amazon, en tout cas moi je vous conseillerais de faire autrement. Alors moi je dirais que à mon avis, ce qui fait la différence, enfin un des critères de choix entre choisir par exemple Amazon ou choisir une autre plateforme de distribution numérique, prenons l'exemple de BOD ou d'équivalent Librinova, enfin toutes ces plateformes, c'est est-ce que vous avez envie que votre livre soit potentiellement disponible chez le libraire, et le libraire physique, je parle, et est-ce que vous avez envie potentiellement de faire des dédicaces chez le dit libraire ? Parce que, encore une fois, après, si vous avez envie d'entrer dans une com, j'ai mon livre maintenant, j'aimerais bien, j'ai mon libraire au bout de la rue, j'ai envie d'aller dédicacer chez lui, j'ai envie de faire des salons, etc. Comme je viens de le dire, le libraire n'acceptera pas, même en dépôt-vente, enfin, il peut y avoir des exceptions, mais généralement, il ne l'acceptera pas. Donc, si vous êtes passé par Amazon, vous pourrez pas faire de dédicaces en librairie. Alors après, c'est souvent, on va pas se leurrer, les dédicaces en librairie, vous ferez pas une fortune avec les dédicaces en librairie, mais ça a un côté très sympa et puis ça permet de rencontrer les lecteurs. C'est quand même quelque chose qui est séduisant et que les auteurs apprécient. Donc c'est dommage à mon avis de s'en priver. En sachant que, dernière précision, si on passe par BOD par exemple,
notre livre va être sur toutes les plateformes, va être disponible en librairie et sera aussi sur Amazon. Donc ça marche dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Oui. Donc toi, tu es sur Amazon. Oui, tu vois, malgré ce que j'ai dit, je suis distribué par Amazon, oui. Mais toi, tu fais assez peu, en l'occurrence. Enfin, ça rejoint, tu fais quasiment pas de dédication. Et surtout, c'est un choix qui a été fait il y a longtemps. C'est des bouquins qui sont sortis il y a maintenant pas mal de temps, que j'ai laissé au catalogue. Mais je me pose assez souvent la question de passer par d'autres plateformes qui me permettraient d'énoncer le catalogue en librairie, etc. Donc, et en plus, bon, d'un point de vue... j'allais dire croyance, c'est pas vraiment croyance, mais conviction personnelle, je suis maintenant très très gêné par les comportements d'Amazon et son dirigeant. C'est un truc plutôt politique, plutôt personnel, mais ça me pousse à aller ailleurs. Donc je vais probablement bouger mes bouquins. Mais c'était un choix que j'ai fait parce que à l'époque où j'ai commencé aussi à éditer des livres de manière indépendante, il n'y avait pas autant de choix en termes de plateforme. Oui, tout à fait. Il y avait Amazon, vaguement Kobo, et c'était que pour le numérique. Et quand j'ai commencé, les seuls qui pouvaient imprimer des vrais bouquins, c'était eux, via Kindle, via KDP, quoi. Mais voilà, donc oui. Puis après, on peut en fonction, quand on a un catalogue d'auteurs un petit peu plus étoffé, on peut pour X raisons choisir pour certains titres on peut être hybride, absolument. Tel mode de distribution, être aussi en maison d'édition pour d'autres livres, et puis même dans les plateformes numériques, choisir pour certains titres juste Amazon, et puis pour d'autres BOD. Tout peut se voir, mais il faut surtout bien comprendre les conséquences de choix de l'une ou l'autre plateforme. Bien, ceci étant dit, l'acteur suivant qu'on voulait aborder et qui est dans cette pile publication et diffusion, c'est les sociétés de gestion de droit. Et là, je vais te laisser m'expliquer un peu plus parce que on pourrait facilement croire que celui qui gère les droits, c'est l'éditeur. Si tu signes en maison d'édition, c'est lui qui va gérer les droits. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quand on parle de société de gestion de droits, comme en Suisse, ça va être Proliteris, etc., la Sofia... Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ce sont essentiellement des sociétés qui vont être un petit peu protéger un petit peu les auteurs dans leurs droits, la récupération des droits, s'ils ont un souci avec leur éditeur ou s'il y a des droits qui n'arrivent pas, par exemple. Ils vont également collecter les droits d'auteur qui correspondent aux lectures, par exemple, en bibliothèque ou en médiathèque, qui sont, quand ton livre il est en bibliothèque, tu touches rien sur ces livres-là, qui va être un livre qui va être lu X fois par des lecteurs. Il a été acheté qu'une fois par la bibliothèque, et donc toi, t'as touché une fois tes droits. Eh bien, ça va te permettre, il y a en fonction de... Donc tu t'abonnes, non, tu crées un compte, c'est gratuit. Tu crées un compte dans ces sociétés, tu renseignes tous tes ouvrages, et puis chaque année, ils te versent un pourcentage enfin une somme. Alors ne me demande pas parce que je ne sais pas de quelle manière c'est calculé, et je pense pas qu'ils aillent faire un sondage dans toutes les bibliothèques de Suisse romande pour savoir combien de fois ton livre est sorti. Je crois qu'il y a... Non, mais je crois pas qu'ils le fassent. Tout est numérisé, on pourrait se dire que c'est pas si compliqué de le faire, mais en fait ça l'est quand même. Ça l'est parce qu'il y a un volume. Je pense que c'est une estimation. Ouais. Je pense que c'est une estimation, et tu as régulièrement alors c'est pas des sommes folles, mais c'est quand même des petites sommes qui tombent chaque année. Et puis alors je crois Pardon. Oui, c'est moi. Est-ce que c'est accessible aux auto-édités ? Oui. Alors, c'est accessible aux auto-édités. Il faut que tu puisses prouver que ton livre est effectivement en bibliothèque. En tout cas, sur Proliteris, l'équivalent français, je crois, c'est la Sofia. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais Proliteris, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu les sollicites... Je fais un selfie devant la bibliothèque avec ton bouquin. Alors, écoute, moi, j'avoue, honte à moi, je m'en suis occupée sans m'en occuper. C'est-à-dire que moi, j'avais voulu inscrire Emma Paddington, et il m'avait répondu « Ah, mais non, c'est auto-édité, c'est pas en bibliothèque. »
bibliothèque. Point. Donc oui, c'est en bibliothèque et c'est dans pas mal de bibliothèques. Donc j'ai envoyé un mail à mes copines bibliothécaires et je leur ai dit, et je crois qu'il suffit d'avoir 2 bibliothèques en Suisse romande qui ont effectivement ton bouquin. Donc j'ai envoyé un mail à 2 copines bibliothécaires en disant, est-ce que tu peux me faire une attestation comme quoi tu as bien dans ta bibliothèque mes bouquins, etc. Donc elles m'ont fait une attestation et honte à moi, je me suis pas occupée de renvoyer le truc parce que j'ai trop de choses dans la tête, donc c'est bien qu'on en parle, je vais faire ça tout de suite à la fin de l'épisode. Note. Je note. Mais si tu remplis cette condition, oui, il n'y a pas de souci, c'est ouvert aux auto-édités. Et je crois qu'il y a, mais alors j'avoue, là j'ai pas pensé à regarder avant l'épisode, je suis désolée, je crois qu'il y a aussi dans ces organismes une aide par rapport aux adaptations pour récupérer tes droits quand il y a des adaptations de ton texte audiovisuel ou théâtre ou etc. Ils entrent en matière aussi par rapport aux droits et le cas échéant ça passe à la société des auteurs aussi, les droits c'est cet organisme qui va s'occuper de récupérer tes droits. Par exemple, si ton texte est adapté au théâtre, les droits perçus par rapport au nombre de représentations, par rapport au nombre de salles qui vont programmer le spectacle, tu touches pas directement les droits, mais ils vont passer par ces organismes qui ensuite vont te reverser les droits avec une commission, mais qui vont s'occuper de tout l'administratif dans ce genre de choses. Donc en gros, c'est des sociétés qui permettent de protéger l'auteur et qui lui permettent de toucher, d'être sûr de toucher les droits d'auteur qui lui reviennent. Donc, et si je comprends bien, de tout ce qui est en dehors de ce qui est contrôlé par la maison d'édition, en gros. Parce que les droits d'auteur de la vente issue d'une maison d'édition ou de l'auto-édition, ils te reviennent via le système en place pour les auto-édités ou via la maison d'édition. Si la maison d'édition te paye. Parce que donc voilà, t'as des maisons d'édition qui payent pas leurs auteurs ou qui se font tirer l'oreille, etc. Ah oui, d'accord. Donc, mais c'est pas normal. Alors c'est loin d'être normal, mais dans ces cas-là, c'est vrai que je crois qu'il y a des services juridiques ou des choses comme ça. Donc tu peux te faire, c'est un peu comme un syndicat en fait. Donc tu peux te faire soutenir pour sommer ton éditeur de te verser les droits. Par ces sociétés de gestion de droits, d'accord. Oui, mais alors avec des guillemets, il faudrait que j'aille me plonger pour vérifier que je dis pas de bêtises, mais je crois que je dis pas de... Bon, heureusement, moi j'ai des éditeurs qui m'ont toujours payé, donc j'ai jamais eu à me poser la question, mais on sait malheureusement que ça peut arriver sur des maisons d'édition, pas toujours petites d'ailleurs, toutes sortes de maisons d'édition qui payent pas les auteurs, et les auteurs sont parfois un petit peu seuls à envoyer des courriers qui restent en réponse pour juste demander leur droit d'auteur. On leur dit « Ah non, on n'a rien vendu », alors qu'ils savent très bien que si. Enfin bref, malheureusement ça existe. C'est rare, c'est la minorité, mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas seul, mais c'est bien de s'inscrire à ces sociétés. Alors un autre acteur qui a un rôle dans la diffusion / publication, ça va être quelque chose qui nous vient probablement des anglo-saxons, l'agent littéraire, qui est encore très peu répandu, mais qui arrive de plus en plus dans le milieu littéraire francophone. Et français notamment. Qu'est-ce que c'est un agent littéraire à part pour se la péter et dire écoute, t'en parles à mon agent et puis on verra ça autour d'un dîner. C'est déjà important. Mais quel est son rôle dans tout ça? Mais son rôle, c'est de jouer... Est-ce que t'as un agent, toi? Non, j'ai pas d'agent. Okay. Alors, j'en avais eu un, mais un qui faisait ses armes avec moi en quelque sorte et qui m'avait dit je me lance dans la carrière d'agent littéraire, j'aime ce que tu fais. C'était un blogueur qui avait se lancer un petit peu là-dedans et que j'ai eu en tant qu'agent pendant quelques temps et qui m'a d'ailleurs qui a fait un truc chouette, c'est qu'il m'a mis en relation avec Caroline Laurent aux Escales. Donc c'est un petit peu grâce à lui que j'ai eu la connexion aux éditions des Escales et que j'ai pu y sortir un roman. Mais après il n'a pas poursuivi dans ce métier-là. C'est exactement ça, c'est quelqu'un qui va avoir un carnet d'adresses et qui va faire l'intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur.
comme tu le disais, dans le milieu anglo-saxon, ça n'existe pas. Ce que nous, on a chez nous, quand tu es un auteur, tu vas chercher une maison d'édition, tu vas faire toi-même les démarches, tu vas envoyer ton petit dossier de soumission. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Aux États-Unis, tu fais la même chose, mais envers l'agent littéraire. Voilà, donc tu sollicites une agence littéraire et puis l'agent littéraire qui croit en toi va signer un contrat avec toi et c'est lui qui va démarcher pour toi les maisons d'édition. Alors, l'avantage, évidemment, c'est que lui, il a un carnet d'adresses, lui, il a des contacts directs avec l'éditeur et il va pouvoir te vendre en quelque sorte beaucoup mieux que toi-même tu ne te vendrais en sortant de nulle part. Et par ailleurs, l'agent littéraire a aussi une fonction, on en parlait dans l'épisode précédent, en amont de cette représentation, il a une fonction de travail avec l'auteur, d'amélioration du texte qui peut être intéressante. Ce travail d'editing dont on parlait dans le premier épisode qui est fait dans nos pays avec l'éditeur, il va être fait avec l'agent pour pouvoir sortir un texte qui sera le plus adapté possible pour séduire un éditeur. Donc c'est là qu'on comprend l'émergence aussi de ce métier, puisque plus en plus de textes, de moins en moins de temps du côté des maisons d'édition, donc plus le texte qui leur arrive est polissé au sens 2S, oui. Polish, terminé, fini, bien fini. Plus il est travaillé et moins ils auront de travail à faire d'édition pour pouvoir le publier. Donc ils gagnent du temps et je pense que ça joue dans l'émergence de ce métier-là, puisqu'il y a ce travail qui est fait maintenant aussi du côté de l'agent. Voilà. Et puis après, ça reste pas le truc le plus répandu encore. Non, c'est mais encore alors, jeune. Oui, et puis alors, il y a une certaine difficulté pour trouver un agent. Après, alors quand on a un agent, il a aussi des choses qu'il va faire avec beaucoup plus de force de frappe, je dirais, que ne le ferait un auteur. Il va par exemple négocier les droits à l'étranger, il va négocier d'éventuelles adaptations, il y a le poche, etc. C'est toutes des choses. Les relations presse aussi Ça peut. En tout cas, ça va passer par l'agent assez souvent pour justement organiser, par exemple, nous, si on veut une interview de Amélie Nothomb, on va au hasard, on va passer par son agent, parce que je pense qu'elle a un agent. Enfin, elle va passer par Albin Michel, je pense, mais je crois qu'elle a ces auteurs-là, qui sont des auteurs de calibre international, ils ont des agents. Alors, l'agent, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne le rémunère pas directement. Donc l'idée, enfin en général, l'idée c'est pas que poser un chèque. Non, voilà. ça te coûte pas quelque chose parce qu'il est rémunéré sur les ventes. Donc c'est comme un courtier, quoi. Oui. Il y a un pourcentage. Et donc, puisqu'il est rémunéré sur les ventes, il est tout aussi intéressé que l'auteur. Exactement. Donc lui, plus il va vendre et plus il va décrocher un contrat avec une grosse maison d'édition, mieux ce sera. Après, il a aussi l'habitude. Donc c'est vrai que l'autre avantage... Alors il y a aussi Alors comme tu disais en préambule, c'est pour se la péter parce qu'on a un agent. Alors oui et non, mais... il est clair que ça a un côté plus professionnel. Maintenant, il y a aussi des éditeurs qui n'aiment pas ça. Et dans le milieu francophone, justement, il y a certains éditeurs, ils grincent un peu des dents à l'idée de travailler avec des agents. Oui, parce que ce sont des négociateurs féroces, justement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, l'auteur, il est un petit peu, surtout au début, on n'ose pas trop discuter les contrats, on n'ose pas trop dire qu'on n'est pas négocier d'accord. Les avaloirs, parce etc. qu'on est tellement content d'avoir eu un contrat qu'on accepte un peu toutes les propositions. Et puis en plus, on n'y connaît pas grand-chose. On n'y connaît pas toujours grand-chose, donc des fois il peut y avoir des propositions alors qui sont un petit peu limites, et puis des fois il y a des subtilités. Alors quelquefois c'est pas forcément au niveau des droits d'auteur eux-mêmes, mais ça va être encore une fois par exemple au niveau des adaptations futures, au niveau d'une adaptation. Admettons vous écrivez
on n'est jamais à l'abri d'écrire un best-seller. Moi, je crois qu'il faut toujours raisonner comme ça. Donc, si tout à coup, le texte que tu as écrit, il est adapté sur Netflix et que ce que tu as signé, tu t'es pas préoccupé parce que toi, dans ton esprit, comme tout le monde, tu t'es dit, mais jamais. Alors, céder tous les droits, c'est pas possible. Enfin, tu auras toujours un pourcentage qui est prévu, etc. Alors, tu peux aussi ne pas les céder tout de suite. Tu peux dire c'est toujours des avenants au contrat sur les droits audiovisuels. On peut dire, moi, je veux pas pour l'instant céder mes droits audiovisuels. On parle que du texte, c'est une possibilité. Ou en tout cas, si tu les cèdes, les céder avec un pourcentage raisonnable. Ouais. Le problème, c'est que, et même encore, moi maintenant, j'ai signé pas mal de contrats d'édition, je veux dire, tu as des fois des contrats d'édition, le contrat il fait 20 pages, avec des tas d'alinéas, etc. Alors moi je le lis, il y a des auteurs qui ne le lisent même pas, je conseille fortement de le lire, mais quelquefois on n'a pas de point de repère. Donc quand on me dit, voilà, tu toucheras sur l'adaptation, j'en sais rien, en film, tu toucheras 10%, 10% de quoi exactement ? 10%, c'est toujours un petit peu flou. Donc est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est honteux ? Est-ce que c'est formidable ? Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Donc, alors qu'un agent, lui, il aura l'expérience. L'agent, il sait. Donc pour cela, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Maintenant, je crois que je sais pas s'il y a vraiment d'obstacles à avoir un agent. Enfin, c'est surtout que c'est pas vraiment dans les mœurs dans nos pays, comme tu disais. Pour l'instant, c'est pas très démocratisé, il y en a pas beaucoup. Il y a pas mal d'avantages, effectivement. Oui, je pense. Mais tu perds des petits pourcentages de droits, quoi. C'est juste ça. Tu perds des petits pourcentages de droits, mais si ça te permet de décrocher des choses que tu n'aurais jamais décrochées, enfin tu vois, mais encore une fois, pour en revenir à mon exemple personnel, c'est vrai que moi, Caroline Laurent et Les Escales, je savais même pas que ça existait, Les Escales. Bon, après, Les Escales, c'est pas non plus, c'est pas une énorme maison d'édition, mais c'est Paris, c'est Groupe Editis, c'était quand même, c'était pas tout petit non plus, et jamais j'aurais eu ce contact-là. Donc, voilà. En tout cas, sachez que ça existe, et puis je pense que de toute façon, ça se développera vraisemblablement dans les années qui viennent. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'agents. Ça se développe, il y en a de plus en plus. Avant, on trouvait des agences d'agents, c'est-à-dire, en gros, c'était concentré sur 2 ou 3 gros machins internationaux. C'est souvent des agents qui étaient sur plusieurs pays. Il y avait ils avaient une antenne française, mais celle que je connaissais était basée à Barcelone, je crois, et à New York, ce qui augmentait la difficulté d'être pris par un de ces agents. Mais il y en a de plus en plus qui, comme celui dont tu as donné l'exemple, le font en freelance, de manière indépendante, ce qui n'enlève pas à leur professionnalisme ni à la qualité du travail qu'ils font. Et comme il y en a de plus en plus, c'est de moins en moins difficile, j'allais dire de plus en plus facile, mais c'est de moins en moins difficile d'en trouver un. Après, grosso modo, de ce que j'en déduis de toute notre discussion, c'est que c'est à peu près aussi difficile d'être sélectionné par un agent que d'être sélectionné par une maison d'édition. Probablement. Après, je sais pas, honnêtement. Mais l'avantage, si vous êtes sélectionné par un agent, c'est qu'il va vous trouver la solution avec le plus de potentiel possible pour votre texte. Il va vous trouver aussi des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé. Par manque d'expérience, par manque de réseau. Voilà, ou des partenariats. Moi, j'ai une amie qui écrit de la romance et qui a un agent, et elle a eu des partenariats avec Kobo, où elle a notamment été engagée pour écrire une newsletter pour les lecteurs de Kobo. Elle a écrit de la romance, donc pour la newsletter romance, c'était elle qui écrivait. Elle a eu un partenariat avec eux, avec tout un tas d'actions promotionnelles pour faire connaître ses livres, avec invités sur des salons, en guest, sur le stand Kobo, enfin des choses comme ça, alors qu'elle ne les connaît pas du tout, et c'est passé par son agent. Elle a eu des traductions, elle a été traduite à l'étranger, c'est aussi passé par son agent. Elle est sortie en poche, c'est passé par son agent. Alors bien sûr, c'est des choses auxquelles on pense, mais c'est des choses, on est content que quelqu'un s'en occupe et puis vous appelle un matin en vous disant « Ah, au fait, t'es traduite en italien, quoi ».
et je me suis occupée de tout, et tu vas toucher les droits. Si tu as confiance dans ton agent, tu n'as même pas à te poser la question dont on parlait, de dire est-ce que les droits c'est bien équitable, est-ce que si, est-ce que ça. Donc c'est super confortable. Maintenant, comme tu disais, il faut tomber sur la personne qui est déjà en qui tu peux avoir confiance, qui a un réseau suffisant, avec qui ça se passe bien, et puis qui te choisit déjà, qui est d'accord pour signer avec toi. Mais la confiance est déjà dans le bon sens, puisque en fait, tout l'intérêt de l'agent, comme il est payé en pourcentage des ventes, il est que ton texte marche. Donc, il va faire ce qu'il faut, en théorie, pour que ça fonctionne bien. Après, il y a des mauvais, mais... C'est comme tout, mais bon, après, à toi de ne pas reconduire le contrat si tu vois qu'il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est... Des fois, on tombe pas sur le bon tout de suite. Autre chapitre maintenant, les acteurs qui concernent la commercialisation, j'allais dire diffusion, on vient d'en parler, la visibilité et la commercialisation de l'objet livre, du texte qu'on a publié, ce genre de choses. On a là différents acteurs. Le premier qui vient en tête, évidemment, ce sont les libraires. Bien sûr. Un domaine qui est bien mis à mal par les grandes plateformes de distribution et dont on ne donnait pas cher la peau il y a encore quelques années. Et puis avec l'arrivée du livre numérique, avec l'arrivée d'Amazon, avec ces plateformes de distribution facile qu'on pourrait apparenter au fast-food de la distribution, c'est-à-dire que tu payes et t'as le bouquin dans ta boîte aux lettres, il y a un côté fast-food de ce côté-là. Et quelques années après, on se rend compte ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et puis, il y en a des nouveaux. Ils sont toujours essentiels, et surtout, il y a des nouveaux qui apparaissent. Oui, des nouveaux qui apparaissent, des librairies indépendantes. C'est un signe de bonne santé. Absolument. Enfin, quelque part, voilà. Alors, pourquoi le libraire, et particulièrement le libraire indépendant, j'allais dire de quartier, bon, on n'habite pas tous dans des grosses villes avec plein de quartiers, mais tu vois ce que je veux dire, est important. Mais c'est exactement ça. C'est le côté, je pense, maintenant, commerce de proximité auquel on revient énormément. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vingtaine d'années, c'était l'âge d'or des énormes hypermarchés, plateformes, grande surface, où on a une offre, pléthore d'offres, et on se débrouille tout seul en scannant le code barre et avec personne d'humain dans les rayons. Et on revient quand même à cette nécessité de rapport humain, cette nécessité de conseil, et le libraire, il est quand même là devant son rayon pour te proposer en fonction de tes goûts, en fonction de ce que tu as déjà lu, de ce que tu as envie de lire, t'orienter vers tel ou tel auteur, et ça c'est extrêmement précieux. Oui, ça a l'air bête comme ça, mais mes plus grandes découvertes de littérature, de lecture, c'est parce que quelqu'un me l'a conseillé. En gros, quelqu'un qui te connaît, qui t'as lu ça, t'as aimé ça, tu devrais aimer ça, quelque chose qui n'était pas dans ton espace de vision, et tu vas aller découvrir petit à petit et élargir ton champ de vision, ton horizon de lecture grâce à ça. Eh bien, c'est le rôle d'un petit libraire indépendant, et même des gros libraires, je veux dire, mais c'est le rôle d'acheter son livre en librairie plutôt que sur un catalogue en ligne, par exemple, parce qu'on ou au supermarché. Parce qu'on a un être humain qui est là en face de vous et qui peut vous conseiller. Et puis l'avantage de ça, c'est que plus vous allez voir le même, plus il affine sa connaissance de votre personne et de vos goûts de lecture, et donc mieux il va vous conseiller. Exactement. Et voire même, il y en a qui sont très malins et qui arrivent à vous faire découvrir des trucs vers lesquels vous ne seriez jamais allé, un autre genre, mais dont les qualités littéraires sont tellement proches de ce que vous avez l'habitude de lire que vous allez du coup découvrir cet autre genre et basculer, entre guillemets, et élargir votre horizon. Donc, je trouve ça génial. Tu as raison, probablement ce qu'il y a de plus précieux dans leur rôle. En plus d'être des commerçants du livre, ils vendent du livre, on est d'accord. Bien sûr. Et il faut qu'ils en vivent. Mais ce côté de conseil est primordial. Et alors ça, c'est le point de vue du lecteur. Et du point de vue de l'auteur, évidemment, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, je dirais. Alors, bien entendu, à travers les dédicaces, c'est-à-dire que quand on peut faire des dédicaces en tant qu'auteur, je parle, ça permet bien évidemment
pouvoir faire connaître son livre, mais aussi après la dédicace, le libraire va continuer si on s'est bien entendu avec, on va dire, et que ça s'est bien passé, et qu'il est convaincu par le bouquin, il va continuer à en vendre, il va continuer à le proposer, à le mettre un peu en tête de rayon, si j'ose dire. Mhm. Et donc, c'est vrai que quelquefois, on oublie un petit peu ça en tant qu'auteur, enfin, en se disant, c'est parfois... Alors, je me place encore une fois peut-être davantage du côté de l'auteur auto-édité, où quelquefois, on va faire une dédicace en librairie, et puis on reste l'après-midi et on en vend 3, et c'est un petit peu frustrant, parce que ça peut arriver, mais je crois que c'est important vraiment d'avoir ce lien avec le libraire, ça fait des contacts, ça fait une interface entre nous et les lecteurs, et c'est précieux. Absolument. Alors, une autre personne qui peut faire de la communication et qui peut faire connaître d'une manière ou d'une autre nos livres, ça va être le rôle de l'attaché de presse ou du responsable attaché de presse ou du responsable communication. Alors ça peut être un attaché de presse à vous si vous êtes connu, installé, peut-être que vous avez votre attaché de presse, mais ça peut être aussi celui de la maison d'édition c'est ceux de la maison avec laquelle vous travaillez. Généralement. Oui, il faut être une star pour avoir son propre attaché de presse, j'imagine. Alors je pense que c'est de toute façon toujours l'attaché de presse quand même de la maison d'édition, parce que c'est pas dans le sens où c'est pas toi qui le paye, c'est la maison d'édition. Mais tu peux avoir un attaché de presse qui est réservé à toi. Ça dépend, j'imagine. Tu peux avoir ton propre attaché de presse que tu payes, tu veux dire Toi Ouais, via tes droits, mais oui. Ouais, il faut déjà effectivement... C'est ce que je dis, il faut être star. Oui, voilà. Alors, mais sinon, donc, ça ne nous concerne pas. Pour le commun des mortels, c'est-à-dire moi. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui serait plutôt employé par la maison d'édition. Donc, c'est relativement hors de portée pour un auteur indépendant de ce fait-là. Et son rôle, ça va être quoi ? Alors, l'attaché de presse, essentiellement, il va gérer les relations avec la presse. Merci. Merci, au revoir. Alors, acteur suivant. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu ça. Il va s'occuper de toute la partie lancement, ou en tout cas sur la théorie. Bon, après, il peut y avoir d'autres acteurs, mais essentiellement, il va s'occuper des envois de service presse, des relations avec... Alors, le service presse, c'est un exemplaire du livre qui est offert, soit à des journalistes, soit à des blogueurs, soit à des personnes influentes, je sais pas, à la télé ou à la radio. Il est offert soit pour que la personne fasse un article, une émission, voilà, ou invite l'auteur après avoir reçu le service presse. Ça, c'est l'attaché de presse qui va gérer ça. Donc, il va gérer des listings de correspondants dans ces différents domaines médias, qui va les solliciter, qui va organiser des séances, qui va aussi organiser les séances de dédicace de l'auteur avant la sortie pour faire... on a souvent dans les maisons d'édition un petit peu grosses, où il y a un attaché de presse, on va dans les locaux de la maison d'édition et on signe 150 exemplaires destinés aux journalistes qui seront des envois gratuits. Donc l'attaché de presse s'occupe de ça. L'attaché de presse coordonne aussi, relance les journalistes, coordonne les invitations dans des émissions, dans des interviews, les podcasts. Exactement. Et puis peut quelquefois gérer aussi les salons, les invitations sur les festivals, sur les dédicaces, ce genre de choses. Après, ça dépend. En fait, ces rôles, l'attaché de presse, la personne qui s'occupe responsable salon, et puis on va en parler juste après, mais ça peut être la même personne qui fait aussi community manager et qui s'occupe de tout ce qui est comme en fait sur les réseaux sociaux essentiellement, et voilà. Et selon la taille de la maison d'édition, soit c'est des personnes différentes, soit c'est la même personne. Plus la maison est petite, plus les gens cumulent des casquettes, ce qui est logique. Bien sûr. Et après,
toutes ces personnes, elles vont contribuer à mettre le livre en avant, à faire de la visibilité sur le livre pour l'auteur et pour la maison d'édition. Alors, pour les auteurs auto-édités, comme tu disais, en général, on n'a pas un attaché de presse, on n'a pas... voilà. Bon, après, il y a certains auteurs auto-édités qui fonctionnent très très bien et qui ont une équipe. Qui gère... Voilà. Oui, mais on est à la limite de la micro-entreprise. Oui, alors exactement. De toute façon, voilà. Alors après, je pense ça dépend pour tout ce qui est community manager et puis réseaux sociaux. Je pense ça, c'est encore possible. Oui. Ouais, ça, c'est encore possible quand même. On peut avoir quelqu'un qui manage ton compte Instagram, tes réseaux. Alors, tu seras quand même... Cela dit, partie prenante, alors je pense, je sais pas, j'en ai pas, mais j'imagine partie prenante dans le sens où il faudra bien que tu fasses une réunion peut-être hebdomadaire avec la personne pour dire, voilà, cette semaine j'ai ça comme actu, il faut que tu publies ça comme post ou comme story sur les réseaux pour annoncer telle chose. Mais après, toute la gestion de la fabrication des publications, de la mise en ligne, de la réponse aux commentaires, de la publicité éventuelle, ça va être une autre personne qui va gérer ça. Il y a quand même pas mal d'auteurs auto-édités qui ont ça. Enfin, pas mal. C'est pas tant que ça, mais ça existe. Ça existe, oui. C'est accessible, contrairement à l'attaché de presse. Tout à fait. Et après, ça peut être intéressant. Alors bon, évidemment, ça a un coût, donc j'ai pas vraiment idée. Je sais pas si toi tu as une idée. Non, moi non plus. Mais ça peut faire sens dans la mesure où on sait que la visibilité c'est le nerf de la guerre et que tout le monde n'est pas forcément super doué sur les réseaux, n'a pas forcément le temps et pourquoi pas se dire qu'on engage quelqu'un pour juste la période de lancement, admettons, pas quelqu'un qu'on est obligé d'engager pour à l'année, mais on peut après tout engager des personnes sur une mission qui va être de s'occuper du lancement du livre et c'est une idée. Moi, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais note. Je note aussi, à côté de l'autre truc que j'ai déjà oublié ce que je vais faire. Mais bon, bref, on réécoutera l'épisode. Dernier point sur la commercialisation, la visibilité dans tout ce milieu littéraire, ça va être tout ce qui va être festival, salon littéraire, avec les organisateurs de festivals et de salons. Oui. Alors, il y a deux modes d'accès, je dirais, c'est-à-dire que soit on va les solliciter, soit ils viennent nous chercher. Donc ça dépend de plein de choses, ça dépend est-ce qu'on est en maison d'édition ou est-ce qu'on n'y est pas, est-ce qu'on a une notoriété ou est-ce qu'on n'en a pas. Bon, on sait que c'est une série qui s'adresse essentiellement aux auteurs qui sont en début de carrière, donc premier roman, on suppose qu'en général on n'a pas de notoriété, sauf si on arrive d'un milieu où on a de la notoriété. Exactement, c'est-à-dire, admettons, une personne, un chanteur qui écrit son premier roman, il est dans le milieu littéraire... Jean-Michel à peu près, qui sort ce premier roman. C'est ça, il est dans le milieu littéraire, il est pas connu, mais il a déjà quand même un lectorat potentiel, je dirais, donc il peut intéresser et il a une notoriété qui fait qu'il peut tout à fait être invité sur des salons qui vont l'inviter un peu en guest star parce que ces salons vont se dire... Donc c'est pas le cas de la plupart des gens. Non, c'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas. Sinon, pour la plupart des gens, en effet, c'est plutôt eux qui vont aller démarcher les salons et les festivals pour alors souvent ça je dirais alors, si c'est la maison d'édition, c'est la maison d'édition qui va dire à l'auteur tiens, il y a tel salon, soit ils ont un stand directement. Quelquefois ça peut être l'éditeur qui va aller solliciter directement l'organisateur du salon sans avoir de stand, mais qui va demander à l'organisateur du salon d'inviter son auteur. Et puis après, quand on est auto-édité... Est-ce que ça marche dans l'autre sens ? C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur dans une maison d'édition, tu peux contacter l'organisateur d'un salon, dire j'aimerais venir, t'es accepté, après tu dis à la maison d'édition
Oui, alors tout est possible. Alors moi, je sais que je l'avais fait. Alors à l'époque, justement, quand j'étais aux Escales, il y avait une personne qui s'occupait des salons et je voulais aller à un salon. À l'époque, c'était le salon de Fribourg, dont j'avais vu que il était dans des dates qui m'allaient, pas très loin de chez moi, etc. Et je m'étais dit, je suis en maison d'édition, donc je vais solliciter la dame qui s'occupe de l'organisation des salons. Donc à Paris, et qui devait même pas savoir que Fribourg existait. Donc je lui avais passé toutes les coordonnées en lui disant faudrait contacter cette personne pour me faire inviter. Et puis moyennant quoi elle l'a pas fait. Et moi, j'ai fini, après plusieurs relances, j'ai fini par appeler le gars qui m'a dit non, mais j'ai jamais eu de nouvelles de votre enfin, c'était pas l'attaché de presse, c'était de la responsable salon. Et mais je vous prends volontiers. Enfin, mais finalement c'est moi qui l'ai sollicité. Et en fait, on peut tout à fait le faire en disant voilà, moi je suis auteur. Si on est avec une proximité comme ça, dire j'aimerais bien venir à ce salon. Ou alors si on est sûr que la maison d'édition est très fiable et va suivre. Ouais, c'est ça. Le seul risque qu'on prend en fait, c'est potentiellement que la maison d'édition ne couvre pas les frais engagé par l'auteur pour être présent sur un salon. Oui. Alors, oui, après tout se négocie. Oui. Mais effectivement, alors de toute façon, au niveau des frais, en effet, c'est un point aussi qu'on peut préciser. Alors, tout dépend comment ça se passe. Si c'est la maison d'édition qui prend un stand sur un festival pour faire venir ses auteurs, c'est la maison d'édition qui va payer les frais. Si c'est le festival qui invite directement les auteurs ou la maison d'édition, c'est le festival qui va payer les frais. Dans tous les cas, normalement, tous les frais sont couverts, sauf mention contraire. Bon, après, ça dépend aussi de la taille de la maison d'édition, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, si c'est une maison d'édition qui est un petit peu importante, normalement, tout est couvert, c'est-à-dire que les frais de transport de l'auteur sont couverts, l'hébergement est couvert, la bouffe à midi, et il y a normalement une rémunération en cas d'intervention, si l'auteur fait... Alors, les dédicaces, normalement, sont pas... Voilà. Choses, ouais. La dédicace elle-même n'est pas rémunérée. Non, mais là, t'es en représentation pour ton livre, donc ça me semble cohérent. Alors que quand tu fais une prestation de type table ronde, de type intervention, présentation, là, tu, entre guillemets, donnes de ta personne. Et donc, ça... Oui, alors, bon, on pourrait discuter parce que je trouve que tu dis t'es en représentation pour ton livre derrière ta table de dédicace, donc ça te semble cohérent. Oui et non. Parce que ça va être un argument, à 2 francs le livre vendu en droit d'auteur, j'ai envie de dire ça fait pas beaucoup de l'heure. Oui, ça serait 0 si tu dédicaçais pas, c'est peut-être, tu vois. Enfin bon, bref, c'est une discussion. Boulot, hein. Donc après, bon, ça c'est... Donc il y en a qui vont vous rémunérer pour ça et d'autres pas. Et puis c'est un petit peu... Puis après, c'est au bon vouloir. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi en fonction, il faut être raisonnable aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelquefois, on est invité par des associations ou dans des bibliothèques pour faire une petite conférence, ou alors par une association. J'ai été invitée dernièrement par un club du livre dans un petit village où ils n'ont pas de sous, je veux dire, c'est des bénévoles, c'est les chaises qu'ils ont ramenées de chez eux, ils ont fait un cake à la maison, c'est bon. Après, c'est toi qui décides si oui ou non on n'est pas là que pour l'argent non plus, quoi. Je veux dire, maintenant, quand c'est pour toi, moi c'est pour faire des millions. Je te reconnais bien là. Mais maintenant, voilà, c'est quand il y a un gros festival ou un gros salon, on a le droit d'être rémunéré, quoi. Oui. Tout simplement. Donc après, ça c'est aussi pour les auteurs, faut pas hésiter à demander. Quelquefois à demander s'il y a une rémunération qui est prévue, parce que vous avez des fois des salons qui vont vous inviter, vous allez recevoir un mail, des fois direct, en disant tiens, on fait un festival à tel endroit, le truc c'est à 1h30 de chez vous, vous connaissez pas l'endroit mais vous allez pas pouvoir rentrer le soir, et souvent on vous propose juste de vous inviter et c'est tout. Donc c'est pas non plus scandaleux de vous renseigner un petit peu sur les conditions dans lesquelles on vous invite.
gratuite et voilà, en fonction de ce que vous êtes prêt à faire gratuitement ou pas. Mais bon, c'est loin du débat. Dernier survol de cet épisode, ça va être tout ce qui est acteur. On n'a pas parlé des influenceurs et des chroniqueurs littéraires, et c'est juste un point fondamental. Donc je t'interromps. Bien sûr. Dernier acteur de la visibilité, qui est un acteur hyper important, les chroniqueurs littéraires et les influenceurs. Donc tout ça, c'est les blogueurs, les chroniqueurs sur Instagram, le Bookstagram, le Bookstock. Oui, il faut qu'on aille, hein, on note. À 50 ans, je vais m'inscrire à TikTok. Mais voilà. Donc c'est cette sphère qui, au fil des années, a pris une importance réelle et très... avec une grosse présence finalement, et qui est capable de faire parfois des succès commerciaux sur certains bouquins en fonction de ce qui se passe sur les réseaux et de la réception d'un livre de ce point de vue-là. Donc c'est un acteur à part entière de la notoriété du bouquin, comment on pourrait dire, de la visibilité en tout cas. Oui, de la visibilité, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, les maisons d'édition n'envoyaient pas de service presse aux blogueurs. C'est-à-dire les services presse, comme le nom l'indique, c'était réservé pour la presse. Donc le journaliste X, il recevait toutes les semaines des exemplaires gratuits de bouquins dont il n'avait rien à faire, où il y avait peu de chances qu'il ait un article, alors que les blogueurs, qui sont souvent des gens qui sont très passionnés, qui adorent, qui sont des gros lecteurs et qui aiment partager et qui tiennent leur blog ou leur mur Bookstagram ou leur TikTok avec vraiment beaucoup d'énergie, d'investissement, ils étaient obligés d'acheter les bouquins. Et quand ils allaient éventuellement demander aux maisons d'édition s'ils pouvaient avoir un service presse, on les regardait d'un air de dire mais tu n'y penses pas. Et maintenant, petit à petit, les choses ont beaucoup évolué et les éditeurs se sont aperçus que c'était des acteurs qui étaient extrêmement importants, voire qui, notamment dans certains genres, prenaient largement le pas sur les journalistes et sur la presse. On sait qu'il y a une crise de la presse et notamment de la presse écrite, et maintenant c'est remplacé vraiment par les blogueurs, par Bookstagram notamment, où il y a un lien direct avec le lectorat et où il y a certains Bookstagrammeurs qui sont extrêmement prescripteurs, qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, et quand ils recommandent un livre, le livre il cartonne, tout simplement. Donc c'est vraiment et alors ça, la bonne nouvelle, c'est que je dirais que les blogueurs sont accessibles autant aux auteurs auto-édités qu'aux auteurs en maison d'édition. Voire même les auteurs auto-édités qui ont souvent plus l'habitude des réseaux, qui sont plus présents, qui sont plus dans la communication et dans l'échange avec les autres acteurs sur les réseaux. C'est peut-être presque plus facile pour eux de nouer des liens avec les blogueurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que... Et en plus, alors on a de la chance de vivre dans un pays géographiquement petit, ce qui fait que les bookstagrammeuses, bookstagrammeurs du coin se déplacent très facilement dans les salons où nous on est, et on a la chance de les rencontrer de visu en plus. Donc il y a ce côté réseautage qui se complète depuis les réseaux sociaux jusqu'à rencontrer les vraies personnes, qui est aussi un gros avantage. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que en France, je pense que c'est moins évident, à part sur les gros événements. Bon, évidemment, Livre Paris, il y a tous les blogueurs, d'ailleurs les blogueurs suisses aussi, qui se retrouvent là-bas, mais tout le monde ne va pas en tant qu'auteur à Livre Paris. Et dans les autres salons, même des salons importants, mais c'est tellement réparti sur la France de manière lointaine que les blogueurs font pas systématiquement le déplacement. Alors que en Suisse romande, c'est vrai que la plupart on connaît, on a pas mal d'amis blogueuses essentiellement et blogueurs qu'on salue d'ailleurs, qui nous écoutent régulièrement. Et qu'on revoit d'événement en événement sur les salons, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, donc c'est plus facile de créer un lien et une relation avec eux très directe et
en direct, je dirais, de proposer ensuite nos livres, de se suivre. Il y a cette facilité de relation dans la vie de tous les jours qu'on ne va pas avoir avec un journaliste, oui, par exemple. C'est plus simple. Parce que même un journaliste, même quand on fait une émission, ce qui arrive de temps en temps, et là aussi en Suisse plus facilement qu'en France, d'être invité à la radio ou d'avoir un article dans tel ou tel journal. Alors on peut maintenir des liens avec le journaliste, mais généralement c'est pas des liens au quotidien, quoi. Ça va être des liens où on a toujours son mail, et puis quand on sort le roman suivant, enfin moi je sais que je fais comme ça, quand je sors le roman suivant, je lui envoie un mail. Voilà, il est dans la liste, j'envoie un mail, avec un peu de bol, il bosse toujours pour le journal en question, quelquefois plus, et puis voilà. Et donc, sinon ça fait un lecteur en plus. Exactement. Mais ou alors le mail revient il est plus lisible, c'est son mail professionnel que tu as, donc généralement tu n'as plus le contact avec lui direct. Mais bref, ces bookstagrammeurs, on vous encourage très vivement en tant qu'auteur à créer du lien. Alors attention, c'est comme tout lien humain, c'est-à-dire que si vous envoyez un message copié-collé à des bookstagrammeurs que vous connaissez pas, à qui vous n'êtes pas abonné, avec qui vous n'avez jamais échangé, en leur demandant s'ils veulent chroniquer votre livre, ils vous diront souvent non. Parce que, sauf si vraiment votre livre les intéresse, mais... Est-ce que tu irais dans la rue, choper le premier qui sort de son bus et lui demander s'il veut bien chroniquer ton livre ? Non, c'est un peu le même principe, quoi. Il faut qu'il y ait un minimum d'interaction et de relations et d'intérêt partagés. C'est ça. Et pire encore, il est possible qu'ils vous disent oui, vous envoyez votre livre et puis vous avez plus de nouvelles. Et ce ne sera pas forcément de la faute du bookstagrammeur, parce que c'est vous qui l'avez sollicité après tout. En revanche, si vous êtes en relation, alors les relations, c'est toujours quelque chose qui se construit, mais on l'a dit dans pas mal d'épisodes, avant de sortir un livre, il faut quand même déjà être présent sur les réseaux et commencer à avoir des relations qui soient pas des relations uniquement d'intérêt, quoi. C'est-à-dire vous intéresser à ce que fait le blogueur, aux différentes chroniques qu'il a publier, commenter ses chroniques, etc. Et créer une relation pour que le jour où vous lui proposerez un service presse, il sache qui vous êtes et que vous ayez une relation. Alors, il ne s'agit pas de lui mettre le couteau sous la gorge et de l'obliger à vous dire oui, mais qu'il sache déjà qui vous êtes. Ça favorise les chances pour qu'il vous lise d'une part et qu'il vous fasse une chronique d'autre part. Et après, une chronique, alors tout dépend de l'influence du bookstagrammeur en question. Bon, c'est toujours difficile de quantifier à quel point justement ça a été prescripteur de vente. On n'a pas vraiment d'indice pour le savoir, mais c'est l'ensemble des chroniqueurs avec plusieurs chroniques et avec un bouquin qui repasse sur les réseaux sociaux régulièrement, chroniqué par les uns par les autres, qui va faire que le lecteur va le voir assez souvent et que ça va l'intriguer et qu'il va finir par se dire tiens, au fait, celui-là, peut-être que je vais aller voir de plus près de quoi il s'agit. Oui, c'est un effet qu'on comprend plus facilement comme ça, l'effet de masse, et on voit ton livre partout chez plein de bookstagrammeurs. Exactement. Il a plus de visibilité, donc plus de chances d'être lu que chez un seul bookstagrammeuse qui aurait 10 000 followers, quoi. Donc à voir. C'est pas forcément une question de notoriété d'un bookstagrammeur. Je pense pas, et puis surtout voilà, c'est vraiment un canal, je dirais, de visibilité qui est vraiment à pas négliger et qui prend le pas sur la presse, même si bon, avoir un article dans un journal c'est toujours quelque chose d'extrêmement agréable, mais ça touche probablement moins de monde que sur les réseaux sociaux et sur le web. Et donc, il nous reste les acteurs, on va dire institutionnels, périphériques, un peu le reste. Les autres gens. Il reste, malgré tout ce qu'on a couvert et leur écart d'enregistrement là, il reste encore ces acteurs. On va passer en revue assez rapidement. Là, on parle de qui ? On parle des bibliothécaires. On a parlé un peu des bibliothèques au travers des droits, de la gestion des droits. Oui. Mais donc, on a les bibliothèques
j'allais dire municipales, publiques en tout cas. Oui, alors les bibliothèques qui vont être, on pourrait aussi mettre justement les clubs littéraires, les clubs de lecture, ces acteurs-là qui sont associatifs du coup assez souvent, qui vont être aussi ça va être un moyen de se faire connaître, je pense. Alors dans les bibliothèques, il arrive dans les rencontres que ce soit suivi de dédicaces ou où on va vendre le livre et faire une dédicace, ça peut arriver. Mais je dirais que là, après, dans les bibliothèques, c'est surtout pour rencontrer les gens et puis se faire parler de soi, quoi, de soi, de son œuvre surtout, parce que de soi, c'est pas forcément super intéressant. C'est pas l'objectif en tout cas, mais de présenter un petit peu son travail et puis là aussi de créer du contact. Et après, les bibliothécaires, ils ont souvent un réseau, donc un bibliothécaire, il a d'autres amis bibliothécaires, donc il va inviter tel auteur. Après, il va, le cas échéant, en parler avec d'autres qui vont commander le livre, etc. Donc c'est à chaque fois des petites pierres. Tout ce côté réseautage. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des livres en librairie, qui les achètent pas forcément, mais qui après sont des gens qui peuvent en parler, notamment des blogueurs aussi, des blogueurs et des bookstagrammeurs qui par ce biais vont prendre le livre en bibliothèque, pardon. Donc ils vont pas l'acheter, mais après s'ils en parlent sur leur compte ou sur leur site, ça peut faire des lecteurs potentiels. Donc c'est pas à négliger non plus. Donc après, on a le pendant journalistique, on va dire, ou médiatique des blogueurs, bookstagrammeurs, etc. Ça va être les critiques littéraires, les journalistes littéraires. On est un peu niche, il faut être réaliste. Ils ont énormément de services presse et ils font un choix parmi tout ce qu'ils reçoivent pour mettre en lumière un ou un autre des réceptions de la semaine ou du mois, je sais pas comment. Là aussi, c'est une question de relation et puis de niveau. Je pense que c'est tout à fait réaliste, même pour un auteur qui débute, qui est en auto-édition, d'aller voir le journal local et de demander s'il peut avoir un article et de rencontrer le correspondant local du journal. Il y a toutes les chances que ça fonctionne. Et d'avoir un petit article. C'est pas la même chose, un correspondant local d'un journal et un critique littéraire au Monde. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors évidemment, mais ça reste dans le journalisme. Donc oui. C'est quand même déjà un article, c'est comme les radios, une radio locale. C'est quelque chose, je dirais, il faut tenter. Il faut tenter, envoyer un petit courrier, téléphoner, envoyer un mail, proposer votre livre en disant que voilà, vous aimeriez bien faire l'émission. Les podcasts aussi, on les a pas cités, mais c'est pareil. Il faut pas hésiter à proposer. Après, c'est vrai que sur les critiques littéraires dans des journaux nationaux ou bien la télé ou les émissions télé ou radio avec sur des chaînes nationales ou dans des quotidiens un peu plus importants. Ce sera peut-être plus par le biais des maisons d'édition, je pense, et les maisons d'édition qui, là aussi, envoient des services presse. C'est souvent quand même des auteurs un petit peu plus expérimentés qui vont avoir ce type de médias. Mais après, tout dépend. C'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir, sur un roman, même d'un auteur qui sort de nulle part, mais dont la thématique est particulièrement originale, ou dans l'air du temps, ou fait écho à un événement particulier, pour une certaine thématique dans telle émission télé, admettons, ça peut marcher, quoi. Donc moi je pense qu'il faut solliciter, faut pas s'auto-censurer, c'est sûr. Non, faut pas s'auto-censurer, il faut envoyer des mails et puis il faut dire voilà, bonjour, je voudrais venir dans votre émission. Et parfois ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est formateur, intervenant en écriture, collectivité, association. Donc c'est des acteurs périphériques dans le milieu littéraire, mais auprès desquels vous pouvez intervenir ou qui peuvent intervenir vers l'auteur dans le cadre d'ateliers. Je sais pas, on peut penser aux universités populaires, on peut penser... Qu'est-ce qu'on a on a noté masterclass éventuellement, des ateliers, des choses comme ça. Oui, ou ça va... Effectivement, il va y avoir par exemple sur des ateliers où... Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, tout à fait par hasard, qu'il y avait un atelier d'écriture qui avait fait un atelier sur un de mes romans.
Et bon, c'est sorti parce que c'est dans les réseaux, je les connais pas du tout. Bah, ils ont choisi mon roman pour proposer des T'aurais aimé être au exercices. courant, Bah, ils m'ont tagué, donc Ah, quand même. comme ça j'ai su. Oui, mais c'était. Alors moi, ça ne m'a pas posé de problème. Au contraire, j'ai trouvé ça super Non, c'est flatteur. ouais. J'ai trouvé ça super flatteur. Et après, on pourrait absolument imaginer, pourquoi pas, que un organisme comme celui-ci contacte l'auteur en disant, bah voilà, on voudrait travailler sur telle thématique de votre roman. Est-ce que vous pouvez venir nous en parler ou voilà. Ou après, il y a des institutions. On peut avoir. Alors là, c'est plus en jeunesse, c'est du même ordre que d'aller dans les classes pour parler de bouquins où les élèves vont étudier le livre en classe et puis on va en discuter avec eux, etc. Donc ça aussi, c'est des moyens un petit peu détournés de se faire connaître et de se faire aussi connaître des organisateurs de ce type d'événements. Mhm. Puis après, il y a beaucoup de cet effet domino où on rencontre des gens qui rencontrent des gens qui font un contact avec... voilà, donc faut pas hésiter faut dire oui un petit peu à tout, je crois. Sauf quand il y a vraiment quelque chose qu'on sent pas, mais c'est Yes, tout. man. Voilà, et puis après, il nous reste alors les acteurs optionnels dont on rêve tous. Dans les adaptations audiovisuelles, scénario, théâtre, la traduction pour quand le roman est traduit, le poche, Alors, les éditeurs tout ce poche. qui est scénario, transcription vers d'autres médias, ça reste tellement particulier qu'on pourrait presque en faire un épisode à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et puis ça reste relativement exceptionnel. Il faut ou rencontrer un certain succès ou taper dans l'œil d'un réalisateur qui va avoir envie de produire une histoire comme ça au format cinématographique ou série. Donc ça reste exceptionnel. Mais c'est vrai que très souvent, le scénariste n'est pas l'auteur du texte. Ça arrive, mais c'est vraiment un exercice très différent. Oui. Qui est potentiellement casse-gueule en plus, et parce que c'est C'est pas du tout le le même métier. milieu. C'est ce que je dis. C'est pas le même métier. Ouais. Donc voilà, mais on le cite parce que c'est un des acteurs du milieu littéraire. Et il y a des agences Il y a des agences pour ça, qui font le lien justement entre, en général par les maisons d'édition et où l'agent spécialisé dans l'adaptation audiovisuelle va être mandaté pour trouver un producteur intéressé par l'œuvre. Avec toute la gestion justement, c'est de trouver un scénariste, un metteur en scène, etc. Donc là, on est vraiment sur des professionnels, comme tu dis, très très spécialisés, et ça nous échappe un peu en tant qu'auteur. Bon, après, en tant qu'auteur auto-édité, je pense que c'est encore plus rare que... Mais bon, pourquoi pas sur un gros succès. Par contre, on a plus de chances de travailler c'est pas tout le temps le cas, mais... de travailler avec un traducteur. Il y a possiblement des échanges qui peuvent se faire autour de la traduction d'un texte. Ça me semble plus probable que pour le travail autour d'un scénario et d'une adaptation cinématographique ou série, film, etc. Si j'étais traducteur et que j'ai des doutes sur un texte, une façon de traduire le texte, c'est toujours sympa d'avoir accès à l'auteur directement. Après, il y a des langues où c'est juste pas possible. Si on traduit en japonais avec le traducteur ne parle même pas anglais, on va avoir du mal à se comprendre, évidemment. Donc, il y a ces limitations, mais je trouve que c'est une possibilité intéressante. Oui, puis ça, en auto-édition, c'est quelque chose qui se fait. Qui est faisable aussi. Ouais, c'est quelque chose qui se fait. Cher, mais faisable. Voilà, exactement. C'est cher, mais ça peut se faire. Et puis, on a dans le même ordre d'idée, on a oublié de mentionner la narration, les audiobooks. Oui. On avait reçu ici Claudine Abdelkader des studios Calu Records. Ouais, Calu Records, oui. Qui est une narratrice d'audiobook indépendante. Ça aussi, ça se fait de plus en plus. Les auteurs sollicitent les services de narrateurs pour avoir la version audio de leur livre. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Ça a un coût, mais ça a un coût qui
les narrateurs commencent à être... les pauvres, ils sont un petit peu à la peine, alors pourtant la qualité a juste rien à voir. Et du coup, mais leurs tarifs diminuent un petit peu, je dirais, pour certains. Donc c'est peut-être le moment d'aller voir un petit peu ce qui est possible de faire. C'est peut-être moins cher que vous le pensez. Et je parle par un narrateur humain. Hein. Je dirais que le narrateur IA, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est de confier ça à un robot. Mais c'est mon avis. Eh bien, avec tout ça, on a un aperçu assez global de beaucoup des acteurs. Enfin, on a essayé d'être relativement exhaustif de tout ce qu'on pensait. Si vous pensez qu'on vous a oublié, faites-le nous savoir. Contactez-nous directement via nos réseaux, via nos plateformes, sur notre site internet. Sinon, on va clore cet épisode là-dessus. Vous demandez de vous abonner sur les plateformes à notre podcast pour le mettre en visibilité, pour nous aider à progresser par rapport à cette visibilité, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Laissez-nous des commentaires. Avis, mettez des avis positifs, ça aussi, ça nous aide beaucoup à nous faire référencer. Nous faire référencer, et puis plus on va être visible, plus on pourra aussi inviter des personnalités. On a des gens dans notre petit carnet qu'on a très envie d'inviter. Donc voilà, vous pouvez nous aider de cette manière-là, tout simplement en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles. Donc on y est. Voilà. Sur 5, bien sûr. Sur 5, on est bien, oui, s'il vous plaît. Merci Catherine, on se revoit. Merci Cyril. Dans 15 jours. On se revoit dans 15 jours. Salut. Ciao.